Aujourd'hui, nous allons étudier ensemble dans notre 10e cours les compétences les plus importantes de la pensée critique. Notre cours se divise sur deux volets ou deux parties très importantes aujourd'hui. La première partie, c'est faisons une petite révision sur les compétences les plus importantes concernant la réflexion ou la pensée critique avant de passer à la seconde partie du cours où nous allons traiter les analyses, où nous allons analyser ensemble les erreurs à éviter pour réfléchir d'une manière critique et objective correcte. Si nous allons commencer tout de suite la première partie de notre cours à analyser les compétences déjà étudiées dans les cours précédents concernant la pensée critique et comment maîtriser bien ce domaine pour résoudre nos problèmes ou pour réfléchir correctement, il s'agit de commencer par des compétences de production d'informations. Nous, si nous voulons être des vrais penseurs critiques, il faut produire d'informations correctes à travers des compétences comme la déduction, l'inférence, l'induction, la présomption et bien sûr rassembler toutes ces informations produites afin d'aboutir ou réaliser une conclusion finale et correcte. Alors, pour éviter certaines erreurs en réfléchissant ou en pratiquant la compétence de la production d'informations, il s'agit d'éviter l'erreur de produire deux introductions partielles. Une introduction partielle, c'est-à-dire une partie du tout. Bien sûr, une réflexion ou une conclusion ou une solution bâtie sur une introduction partielle, elle n'est pas correcte. Je vous lance par exemple un exemple. Certaines plantes sont toxiques. Quand je dis par exemple, voilà une hypothèse, certaines plantes sont toxiques. Et je passe alors à autre hypothèse, mais qui n'est pas générale, qui est partielle. Quand je dis certains légumes sont des plantes. Alors quand je dis certains, c'est une partie du tout. Est-ce que je peux aboutir à travers l'hypothèse 1, certaines plantes sont toxiques, et l'hypothèse 2, certains légumes sont des plantes, à une conclusion finale, disons, certains légumes sont toxiques? Bien sûr, cette hypothèse ou cette conclusion ou cette solution finale, elle n'est pas correcte parce qu'elle est partielle, bâtie sur deux introductions ou deux hypothèses qui sont partielles, une partie du tout. Autre erreur à éviter, c'est l'erreur du terme commun. Les termes répétés font aussi une partie du tout, une partie qui n'est pas globale, qui n'est pas générale. Quand je dis la pyramide, les pyramides d'Égypte par exemple, sont un des 7 merveilles du monde. Et je passe vers une autre hypothèse, disons le nom et le prénom Ahmad Haram. Est-ce que je peux dire avec la traduction que nous connaissons toujours, la pyramide c'est Haram, alors c'est un nom et prénom Ahmad Haram, que Ahmad est un des 7 merveilles du monde? Bien sûr, c'est pas correct. J'ai bâti cette conclusion, Ahmad est un des 7 merveilles du monde. C'est une conclusion, une solution finale bâtie sur des termes communs, des termes répétés qui n'ont pas que la même sonorité et non le même sens. Pour maîtriser aussi bien la compétence de la déduction, il faut éviter d'autres erreurs. Par exemple, l'erreur de raisonnement en termes réels et figuratifs. En réfléchissant, en faisant de la déduction, il faut faire la distinction entre les termes qui sont réels et les termes qui sont, ou les comparaisons qui sont figuratives. Je vous donne par exemple une hypothèse très commune dans notre pratique de la langue arabe. Quand je dis le lion, connu par sa force, un prénom, une personne, Mahmoud est comme un lion. Est-ce qu'il est comme un lion? C'est un terme ou une comparaison réelle, mais bien sûr c'est une comparaison figurative à travers son courage ou son audace. Alors, hypothèse 1, le lion mange les autres animaux. Hypothèse 2, Mahmoud est comme un lion.
est-ce qu'à travers hypothèse 1 et hypothèse 2, je peux passer à une conclusion finale, disons, Mahmoud mange les autres animaux? Bien sûr que non, parce que entre hypothèse 1 et hypothèse 2, je ne peux pas faire de la déduction, de la vraie déduction, parce que j'ai employé des termes figuratifs. Autre erreur que nous allons éviter aussi en pratiquant la compétence de la déduction, c'est l'erreur de la structure qui n'est pas, disons, bien structurée. Quand je dis par exemple, hypothèse 1, la société égyptienne est conservatrice. Et je passe à une autre hypothèse disant Ahmed est égyptien. Est-ce que je peux dire alors avec cette structure que ma conclusion finale à travers la pensée, la vraie pensée déductive que Ahmed est conservateur? Mais bien sûr que non, parce que la structure entre hypothèse 1 et hypothèse 2 est mal structurée ou mal lancée. Il faut réfléchir alors bien à maîtriser les compétences ou les hypothèses et lier les hypothèses ensemble à travers une compétence correcte de la déduction. Bien sûr, dans les autres cours passés, nous avons cité la compétence de l'induction comme compétence indispensable dans notre parcours, ou notre chemin, ou notre pratique de la pensée critique. Pour faire de l'induction, il faut éviter certaines erreurs. 1. L'erreur de la généralisation hâtive. Bien sûr, tout ce qui est général avec exagération n'est pas correct. 2. L'erreur de l'incomplète observation. L'observation doit être fiable, bien examinée et bien précisée. On a entendu parler aussi, on a étudié ensemble la compétence de l'inférence. Dans ce contexte de la pensée critique, de la vraie pensée critique, il s'agit d'un processus mental, disons la compétence de l'inférence, qui implique l'organisation systématique des informations. Il faut bien classer les informations devant nous pour aboutir à une conclusion bien organisée et bien définitive. Cette compétence de l'inférence ou ce processus mental implique bien sûr la capacité de gérer et d'évaluer des arguments et de chercher des preuves et d'examiner et d'observer correctement et précisément pour définir les liens ou les relations de cause-conséquence qui figurent parfois entre les hypothèses ou entre le problème, les facteurs du problème avant de prendre une décision bien bâtie sur la compétence de l'inférence. Et voilà, à cet égard, la compétence de l'inférence, elle doit être exacte. Je vous lance alors un exemple. Quand je commence à dire avec une hypothèse majeure, une introduction majeure, tous les Jordaniens sont des Arabes. Et je passe vers l'hypothèse 2 ou l'introduction mineure, disons Khaled est jordanien. Est-ce que mon résultat, disons Khaled est arabe, c'est une inférence correcte? Mais bien sûr c'est correct et c'est bien bâti à travers une introduction majeure qui passe par la suite à une introduction, une hypothèse mineure, mais à travers une certaine observation, une certaine exactitude correcte. Et au contraire, si l'inférence elle n'est pas exacte, elle sera bien sûr erronée. Exemple, quand je lance l'hypothèse ou l'introduction majeure, disons tous les musulmans s'opposent à la discrimination raciale. Et je passe vers l'hypothèse 2 ou à l'introduction mineure, disons Nadima s'oppose à la discrimination raciale. Alors je vous pose la question, est-ce que mon résultat à la fin, disons Nadima est musulmane, est un résultat correct, basé ou bâti sur l'inférence exacte, mais bien sûr c'est une inférence erronée parce que Nadima peut adopter n'importe quelle religion ou quel concept qui est aussi contre la discrimination raciale, tout comme l'hypothèse lancée au début, on a dit tous les musulmans s'opposent à la discrimination raciale, mais bien sûr d'autres et beaucoup d'autres concepts et religions, toutes les religions en fait s'opposent à la discrimination raciale. Alors Nadima est musulmane, c'est une hypothèse bâtie sur l'inférence qui n'est pas exacte, mais au contraire elle est erronée.
Voilà alors une troisième compétence très importante dans le fait de réfléchir ou de penser d'une manière critique, c'est la compétence de la supposition. Si on doit supposer certaines hypothèses, on doit tenir compte de plusieurs axes ou de plusieurs points, citant par exemple l'hypothèse, elle doit contribuer à résoudre un problème et non pas lancer des hypothèses neutres. Euh, la compétence de la supposition doit aussi bâtir ou lancer des hypothèses utilisées dans la recherche. Tant mieux, c'est des hypothèses scientifiques. On ne doit pas supposer n'importe quelle hypothèse erronée. Et aussi, la compétence de la supposition doit avoir certaines objectivités et être toute loin de toute subjectivité. En fait, nous pratiquons cette compétence de la supposition spontanément dans notre vie quotidienne. Allons voir comment la pratiquer en fait d'une manière critique. Face à votre chemin le matin, vous avez croisé par exemple un accident de voiture. Bien sûr, vous pouvez supposer plusieurs hypothèses. C'est à cause de la vitesse extrême, c'est à cause de la circulation dans le sens inverse, peut-être c'est la route qui était non aménagée, mais peut-être aussi que c'est un mauvais état de la véhicule qui a causé ce trouble ou cet accident. Voilà donc plusieurs hypothèses supposées. Et c'est à vous, à travers la vraie pensée critique, de tester la fiabilité ou la certitude de chaque hypothèse par des observations ou de rassemblage d'informations qui est logique et correct. Autre compétence très importante dans la vraie pensée critique, c'est bien sûr la compétence de la représentation. Compétence voulue et très demandée dans les domaines de la philosophie, le droit et la jurisprudence. Il s'agit de faire un transfert d'une description ou d'un jugement d'un état à un autre pour tester la similitude présente entre deux situations, afin de bâtir un résultat ainsi suspect. Et voilà donc 2 erreurs à éviter en pratiquant la compétence de la représentation. Il faut éviter de reproduire des représentations inexactes, mais aussi de ne pas reproduire des représentations ou des hypothèses ou des déclarations comme absolues. Dans notre cours aussi, nous allons étudier aujourd'hui plusieurs méthodes qui sont testées à travers des scientifiques et des philosophes pour bien mener notre pensée vers le chemin ou la pratique de la pensée critique. La première méthode, c'est celle de la déduction d'options ou d'alternatives. C'est une matrice formative qu'il s'agit aussi de reproduire ou développer beaucoup d'options en regroupant les mots enregistrés sous différents titres. Aussi, cette méthode est un outil de déduction qui fait association en concernant des objets non similaires. Nombreux sont les moyens de choix entre les alternatives, citant par exemple la méthode de la découverte ou des points chauds. Comme le dit le nom, c'est une méthode scientifique ou philosophique basée sur la découverte. Il s'agit de sélectionner les idées captives ou importantes afin de produire ou représenter un grand nombre de possibilités et les regrouper enfin en des groupes similaires. Dans la méthode de la découverte ou les points chauds, il s'agit toujours de réunir les solutions découvertes en posant des questions. Je cite par exemple, quelles sont les options qui semblent aller de pair? Qu'est-ce que ces options ont en commun ou de différence? Et quelles options semblent à dire la même chose? Afin de discuter et donner une signification correcte de chaque idée ou de chaque hypothèse. Autre méthode dans ce domaine de la pensée critique, testée par plusieurs philosophes et scientifiques par ses avantages, citant la méthode MTM. C'est une méthode basée sur la réflexion, la vraie réflexion qui utilise les compétences de l'analyse, le fait de purifier et développer les idées sous les yeux.
Bien sûr, ces avantages sont nombreux. Il s'agit de reproduire des hypothèses qui sont toujours nouvelles, de tester la fiabilité de l'idée, d'avoir un esprit ou un regard positif qui purifie les hypothèses erronées. Autre méthode, disons la méthode MST ou l'analyse comparative bilatérale, elle est testée par son objectivité car on utilise là-dessus des résultats pour classifier ou donner des priorités à chaque option. L'évaluation, compétence déjà étudiée dans les cours précédents et qui vise à trouver des solutions à l'application ou aux problèmes envisagés. Il s'agit de maîtriser bien la compétence de persuader ou d'argumenter votre point de vue pour débattre votre adversaire à travers le sens ou la pratique de la pensée critique. Pour persuader les autres, pour présenter votre argument ou votre point de vue, il s'agit toujours de comprendre votre auditeur, de comprendre leur point de vue, leurs points forts, et de maîtriser bien vos arguments avant de les introduire et de partir toujours d'un point d'accord. Pour évaluer, avant de critiquer, vous devez toujours évaluer pour atteindre un but. Vous devez juger l'exactitude des résultats obtenus. Il faut critiquer ou évaluer la pertinence des méthodes utilisées. Et enfin, il faut évaluer l'efficacité de votre plan de discussion ou de réflexion. Et voilà donc qu'on arrive à la dernière partie de notre cours d'aujourd'hui. 10 erreurs à éviter pour penser d'une manière critique correcte. Il faut éviter toujours la confusion entre l'appréciation et la vénération. Éviter d'avoir recours aux sources incorrectes ou qui ne sont pas logiques. Il faut éviter la partialité, la contre-pensée. Il faut éviter d'entrer dans des impasses intellectuelles. Évitons aussi la disposition préliminaire. Il faut avoir un plan chronologique et éviter la dictonomie. Et enfin, bien sûr, nous devons être loin de toute auto-intégration. Merci, chers penseurs critiques, et à la prochaine.